Mesdames, Messieurs, il est temps de vous informer. Bienvenue à cette session d'information, la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Voici les titres. La première ministre Judith Suminwa est arrivée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, c'est samedi 23 novembre 2024. L'évaluation de l'état des sièges dans cette partie de la République est à la base de sa visite officielle. Et puis à l'international, le Mali a repris sa place du principal producteur de coton de la zone CFA en 2023-2024, mais un possible renversement de la situation est envisageable selon les premières estimations de récolte de l'année 2024-2025 qui touche à sa fin. Il est l'heure de vous informer, madame, monsieur, encore une fois de plus, bienvenue. Arrivé samedi en début d'après-midi à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo, de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la tête d'une délégation de quelques ministres du gouvernement, de députés nationaux et sénateurs. La chef du gouvernement a indiqué samedi à son arrivée à Bunia être venue pour évaluer les mesures d'atténuation de l'état de siège comme demandé par l'ordonnance présidentielle de 2023. Suivez. La population de l'Ituri vous souhaite la bienvenue et un bon séjour parmi elles. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce samedi 23 novembre 2024 vers 13h heure locale. À la tête d'une délégation constituée des sénateurs, députés nationaux et quelques membres du gouvernement, Judith Suminwa a été accueillie au pied de l'avion par le gouverneur militaire, le comité provincial de sécurité, plusieurs structures et partis politiques membres de l'Union sacrée. Devant la presse, la première ministre a fait savoir que sa mission s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges. Le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on a toujours le statut, on garde le statut ou bien s'il faut revoir les choses. Donc c'est pour ça que je suis venu accompagné de représentants des députés nationaux ainsi que des sénateurs, membres de la commission défense et sécurité, ainsi que de quelques membres du gouvernement qui m'accompagnent et où nous allons pouvoir rencontrer les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, évidemment, d'abord on va commencer avec le gouverneur militaire. On le rencontrera probablement le Conseil provincial de sécurité et toutes les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, nous pourrons faire des recommandations au chef de l'État. Son agenda prévoit une rencontre avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, le Conseil provincial de sécurité et les forces vives pour formuler des recommandations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'arrivée de la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, en province de l'Ituri, intervient dans un contexte où la province fait face à l'insécurité grandissante imposée par les groupes armés locaux et étrangers. Entre un maintien élevé de la mesure exceptionnelle de l'état des sièges instaurée par le chef de l'État congolais il y a plus de 3 ans, des idées sont au stade actuel controversées. Restons toujours en Ituri, où l'armée impose de la paix dans les territoires de Djougou, autrefois terrain de combat entre la milice Kodeko et Zaïre. Les localités de Lodjo et Galaï sont désormais sous contrôle des FARDC. Les activités ont repris dans les localités d'intérêt économique, constat fait par une équipe de la presse militaire qui s'y est rendue dans la région. Suivez. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, l'armée impose la paix à Lodjo et Galaï. Nous sommes dans les faits-fonds du territoire d'Ndjougou, en secteur de Banyali-Kilo. Cet endroit que vous voyez abandonné pratiquement par la population depuis des années avait été occupé par les groupes armés, tour à tour Zaïre, Kodeko, et c'est eux qui ont fait ça, qui ont créé la désolation, ils ont exterminé la population, ils ont tué, ils ont incendié les villages, ils ont créé de la catastrophe ici. Lors des différentes opérations militaires menées avec professionnalisme, les forces armées ont imposé la paix dans la zone où les deux groupes miliciens Kodeko, Zaïre et alliés d'IM23
avait pillé la paisible population. C'est grâce à l'intervention de l'armée, des FARDC sous état de siège, que vous voyez, la vie est en train de renaître. Il n'y a que l'armée qui est là, et c'est timidement que les habitants commencent à rentrer. Mais comme vous pouvez voir, tout est à reconstruire ici. C'est l'image même de nos milices, nos deux milices, Zaïre et Codeco. En fait, ces deux milices ne créent que de la désolation. Ces deux milices ne peuvent jamais sécuriser quelqu'un. La preuve est là. Luc Malembe, opérateur politique, surtout ancien cadre de la Mouka El Fayoulou, étant sur terrain, croit à la fin de la guerre en Djougou et remercie les gouvernants militaires d'avoir désenclavé Mongwalou par la réouverture des accès routiers en secteur de Banyali Kilo. À Djougou, la paix est en train de revenir. À Djougou, la guerre est presque terminée. La route, le gouverneur l'a ouverte, qui n'avait plus jamais existé. Il a désenclavé ses habitants qui étaient tout simplement oubliés du Congo. Et maintenant, il faut les aider à rentrer et à se reconstruire. Disons que l'Ituri est à sa phase de stabilisation d'une part et d'autre part. Cette province normalise les activités socio-économiques grâce à l'approche militaire et non militaire. Autre chose, à présent, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï, a présenté 7 projets de loi devant les députés nationaux ce vendredi 22 novembre 2024. Ces textes, inscrits dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visent à renforcer la mobilisation de ressources publiques, à lutter contre l'évasion fiscale et à financer des projets dans des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et la santé. Suivez. Je suis très heureux de passer devant la chambre basse de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Tuluka, 7 projets de loi de ratification dont des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs des télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concerne le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêts et des projets de loi de ratification afin que les parlements puissent les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity, sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de près de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement public. Il est question d'acquérir des outils et des engins afin de connecter notre pays et construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie dont nous voulons. Sans route, il n'y aura pas d'externalité positive, il n'y aura pas une croissance endogène qui pourrait s'en suivre par la transformation de l'agriculture. Il faut mettre alors des bouchées doubles pour investir dans le secteur de la réhabilitation et de la modernisation de nos routes. Merci.
On va parler société. Les embouteillages sont devenus presque chroniques à Kinshasa, une mégapole de près de 20 millions d'habitants. Depuis 7 heures du matin, presque toutes les routes principales, du moins celles qui sont encore praticables, sont bloquées par des embouteillages monstres. Qu'est-ce qui est donc à la base de ces embouteillages sans fin? Élément de réponse dans ces reportages de Rachel Misenga et Giscard Tamba. Il est 13h à Kinshasa. Sur la route des Huileries, une grande partie de la population peine à trouver un bus ou un taxi pour se rendre en ville. Les taximens préfèrent garer leurs véhicules plutôt que de s'engager dans des embouteillages interminables. C'est désormais le quotidien des Kinois. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces embouteillages sans fin? Pour certains conducteurs, c'est les manques de routes et l'air dégradation qui ont serré la cause principale. Dès que vous avez une Huileries, vous avez passe. Donc, vous avez une Huileries au Poké Victoire. Ceux qui ont Kangami, tout le monde y passe. Banzela, ils ont été à Kachak, parce qu'on a besoin de ça pour se retrouver quand même. Nous avons Banzela na Congo. Alors, ceux qui vont résoudre les embouteillages, et passer à la autoroute, Banzela mine na Likoloana. Kabinda ekufa, Kasai ekufa, Kabinda presque Safubu ekufa, Itaga ekufa, Kabamba ekufa, Wangata ekufa, le toye bate merso to kende flambeau, même pour le baramoto, même le to tika nzela moko kende les villes. So que ville nzela Huileries, ozonga par Huileries. Pour d'autres, c'est la mesure portant sur la circulation alternée mise en place par les autorités qui serait la cause principale. Embouteillage de 6h à 23h. Système à sens unique en tout cas estimité. Tous on attend un système à kala, to eba iko gérer moi embouteillage na biso. On a chofa na bula mi Huileries matete. Na minute so biso tourner to sa boy, to commencer sur boulevard T. To suka kana Huileries. Boulevard les comme sens unique wana ba créer wana ezo créer mama na embouteillage donc pas possible. Net héros déjà na afa ba tchaba mbo sens unique embouteillage bando salati. Héros olonga matete na yo TV le comme sans problème. Mais banda ba tchaba sens unique wana to souffrir. Mais ezo simba na ngote mambo sens unique pona nga ba longola ngombe. Quoi qu'il en soit, les prix de la course a été revu à la hausse, ce qui pénalise encore davantage la population. Il y a vraiment un coût qui est très élevé. Parce que là, je viens déjà à la maison, je crie la moto. Il n'y a même pas moyen de rouler avec la voiture. Et prendre le taxi, ça ralentit encore le temps. Et tout ça, on paye plus au-delà de notre budget. Ça dérange, sincèrement, ça dérange. La capitale de la RDC a connu une forte explosion démographique rapide, mais les infrastructures de base telles que le pont, les routes et les rails n'ont pas suivi cette croissance. Cela entraîne des grandes difficultés de mobilité pour les personnes et leurs biens. Pour certains, la construction d'une nouvelle ville dans la partie est du pays pourrait désengorger Kinshasa. D'autres estiment qu'il est crucial de mettre en place un système de transport multimodal pour garantir une circulation plus fluide des personnes et leurs biens. Les accidents de moto dans la ville-province de Kinshasa deviennent de plus en plus récurrents dans la capitale de la République démocratique du Congo. Si plusieurs personnes perdent la vie, d'autres subissent des amputations tout le jour. Une situation dramatique qui inquiète et interpelle les consciences. Plus de détails dans ces reportages de Rachel Misenga et de Giscard Tamba. Depuis quelques années, la moto s'est imposée comme un moyen de transport prisé, notamment dans les zones considérées comme enclavées ou difficiles d'accès, où les véhicules traditionnels peinent à circuler. Elle facilite grandement les déplacements dans ces régions, devenant ainsi un outil indispensable pour de nombreux Congolais. Cependant, malgré ces avantages, les taxis-motos sont à l'origine de nombreux accidents à Kinshasa. Les différents hôpitaux de Kinshasa accueillent désormais beaucoup plus de victimes ayant été impliquées dans ces accidents de moto que ceux impliquant des véhicules. Les manques d'expérience de certains motocyclistes, les non-respect du code de la route, ainsi que l'absence des voies appropriées pour la circulation de ces engins sont autant de causes de ces sinistres. Ces constats est d'ailleurs corroboré par plusieurs acteurs du secteur. Le code de la route. 2. Bazana mitema mboa. Il y a beaucoup rapide. On a ba poche plein.
mutuka azosala course na mutuka ebele bazoya koyokola na nzela bamosusu bazoyekisa bango na mapango na bango. Le problème ane ke basala organisation bamontare ebele bayekola moto ebele baza na maîtrise ya moto te bachauffeur mpe mosusu baza na contrôle te. Le secrétaire général adjoint de l'Association nationale de motards attribue quant à lui une grande part des responsabilités aux agents de l'ordre qu'il accuse de ne pas exercer leurs fonctions avec rigueur, contribuant ainsi à l'anarchie qui règne sur les routes. Toza na capitale oyo ba panneau de signalisation existaka presque pas. Ba traçage na balabala ezalaka te, donc dépassement ekosalema à tout moment. Ba fait des positions et ça la presque pas. Nous avons des services de l'État habilités ya ko tracer, ko tia ba panneau de signalisation, ko tia ba fait des positions. Biloko ezate na capitale na biso. Et prendre ça ko la tsango ba ton moto, je vois que c'est une mauvaise foi. C'est une campagne de diabolisation que nous devons condamner. Bolongo la responsabilité à l'État na makambo eza na kolekana na kati na secteur ya transport et sengeli a réglementé azongisa makambo nyonso na mulongo. Face à cette situation, il devient urgent que les autorités publiques interviennent pour réglementer ces secteurs et mettre en place des mesures qui garantiront la sécurité de tous. Et puis, la voie ferrée qui assure l'approvisionnement de la ville de Kananga en produits agricoles est coupée depuis le week-end dernier par une tête d'érosion au niveau de la gare de Benaleka dans le territoire des Demba au Kasaï central. Cette situation résulte de récentes pluies dans la région. La société civile locale appelle les autorités à intervenir rapidement, cette voie étant cruciale pour l'approvisionnement de Kananga à produits agricoles. C'est un commentaire de Francine Moukeba. Les fortes pluies à Kananga ont endommagé une portion de la voie ferrée, suspendant depuis 3 jours les trafics ferroviaires entre la ville de Kananga et les territoires d'Endemba. Elle avait coupé la voie ferrée en deux au niveau du village de Bikwanga, dans la commune rurale de Benaleka, à environ 120 km de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Cette interruption ne touche pas seulement les transports ferroviaires, mais pourrait également entraîner une hausse de prix des produits de première nécessité, tels que le maïs et l'huile de palme. Le chemin de fer qui passe par Kananga jusqu'à Ilebo a été coupé par une érosion, pratiquement une catastrophe naturelle qui a coupé en deux. Et donc il n'y avait plus moyen d'espérer une quelconque circulation sur cette voie. Pour rappel, cette voie est d'une importance capitale pour l'approvisionnement de la province, non seulement les Kasaï centrales, mais les autres provinces qui dépendent des chemins de fer, et tout ce qui passe par Ilebo en montant vers les Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et ailleurs. Les appels qui étaient lancés, c'était pour alerter les autorités pour dire si rien n'est fait, le pire est à craindre. La ville de Kananga, en attendant les routes qui sont c'est qu'elles sont en cours de réhabilitation, qui ne facilitent pas l'approvisionnement. C'est les chemins de fer qui facilitent. Il faut rapidement travailler pour remblayer et corriger cette situation. Mais à l'heure où nous sommes, 2 semaines après, il y a eu des interventions de l'honorable Thierry Moulumba qui a envoyé des enjeux des génies civils, privés, qui ont commencé quelque chose. Et puis la société elle-même est venue, est intervenue avec les travaux de remblayage de cette érosion, avance plus ou moins bien. Et donc, ce que nous demandons, c'est plutôt à l'État congolais dans son ensemble. On a senti que la province est restée quelque peu distraite. Toutes ces entreprises publiques de l'État, Office de route, OVD, on n'a pas vu ces entreprises se déployer. Le niveau national n'a pas pris ça en compte. Le chemin de fer n'est pas forcément géré par la province, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut voir la chose. L'isolement de la région, particulièrement pendant la période des récoltes, compliquerait l'acheminement de ces produits vers les marchés, ce qui aurait de graves conséquences économiques pour les familles vulnérables. Cet incident survient après plusieurs dégradations similaires, notamment l'érosion de Benakankonde dans la commune du Lukonga, où les réparations sont en cours par les agents de la SNCC. Malgré ces efforts, l'infrastructure ferroviaire reste fragile et la coupure à Bikwanga met les autorités du Kasaï central dans une position délicate face à cette crise.
Vous allez corriger avec moi, c'est depuis dans quelques jours que cette voie a été cassée. On va parler sport. À présent, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et la République démocratique du Congo hérite du groupe A en compagnie notamment du Maroc, pays hôte. La compétition se disputera du 5 au 26 juillet 2025 au Royaume chérifien. Suivez. La Confédération africaine de football a procédé ce vendredi 22 novembre au tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2024. La cérémonie a eu lieu au centre technique Mahomet Sidi Sali. Pour cette 15e édition, 12 pays prendront part à la phase finale. Les 12 nations qualifiées ont été réparties dans 3 groupes de 4. La RDC est placée dans les groupes A et aux côtés du pays hôtes, les Maroc, la Zambie et le Sénégal. L'équipe senior dames de la RDC, absente depuis plusieurs années à la CAN, fera ainsi face à la finaliste de la dernière édition, les Maroc, et la médaillée du bronze, la Zambie, ainsi qu'une équipe en progression, le Sénégal. L'Afrique du Sud, détentrice du titre, évoluera dans le groupe C avec le Ghana, le Mali et la Tanzanie. Le groupe B est constitué du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie et de Botswana. La 15e Coupe d'Afrique des Nations féminines ira du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Madame, Monsieur, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va prendre notre avion pour aller en dehors de nos frontières. Je l'ai dit au sommaire, le Mali est redevenu en 2023-2024 le principal producteur de coton au sein de la zone CFA en supplantant le Bénin. Alors que la campagne 2024-2025 tend vers sa fin, les premières estimations de récolte laissent entrevoir un possible renversement de la situation. Francine Moukeba. La récolte de coton graines est attendue à 569 300 tonnes en 2024-2025. C'est ce qui relève les dernières estimations rapportées par le programme régional de production intégrée du coton en Afrique dans son dernier bulletin d'information publié le mardi 19 novembre. Cette prévision, si elle s'est réalisée, traduirait une baisse de 17% par rapport à la production de 690 000 tonnes enregistrées par l'appareil productif au cours de la campagne précédente. Cette contre-performance de la filière malienne pourrait permettre au Bénin, où les prévisions tablent sur une récolte de 669 000 tonnes, de récupérer son fauteuil de numéro 1 dans la zone CFA en 2024-2025. Si les raisons du recul de l'offre attendue au Mali ne sont pas explicitement détaillées, on sait que des conditions climatiques défavorables ont affecté la production dans certains pays de la zone CFA. Signalons également une réduction de 11% des surfaces emblavées de coton au Mali à 623,42 hectares en 2024-2025. D'un autre côté, il faut rappeler que les données compilées par la FAO estiment que plus de 875 000 hectares de superficie agricole cultivée étaient touchés par des inondations au 30 septembre dernier à travers les pays. Et puis, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un premier financement de 99,16 millions de dollars pour développer les chaînes de valeur régionales et rizicoles dans le cadre du projet de développement de chaînes de valeur régionales rizicoles résilientes en Afrique de l'Ouest. Suivez. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé mercredi 20 novembre 2024 à Abidjan un premier financement de 99,16 millions de dollars pour financer les développements de chaînes de valeur rizicoles en Afrique de l'Ouest. Ce soutien va permettre l'augmentation de la production et la productivité rizicole ainsi que le revenu généré pour les agriculteurs, notamment les femmes et les jeunes de cette région. Les modèles économiques d'importation des pays africains en général touchent plein de foyers
D'ailleurs, la consommation des riz est passée de 600 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire à 1 300 000 tonnes pour le Sénégal. On se rend compte qu'effectivement, c'est une grande problématique. Les projets touchent particulièrement la Gambie, la Guinée-Bissau, mais également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et Africa Rice, l'un des principaux centres de recherche en riziculture en Afrique, les financements est parti en plusieurs tranches, dont 91,2% de fonds proviennent de la Banque africaine de développement. Les gouvernements de la Gambie et de la Guinée-Bissau contribueront également à hauteur de 5,2%. À noter que l'objectif de ces financements vise le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en riz à long terme. En Afrique, le riz est la deuxième céréale la plus cultivée et la troisième la plus consommée après les maïs et les blés. Madame, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant de vous quitter, place au rappel de titres. La première ministre Judith Souminois est arrivée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, c'est samedi 23 novembre 2024. L'évaluation de l'état des sièges dans cette partie de la République démocratique du Congo est à la base de sa visite officielle. Et plus que vous l'avez suivi, le Mali a repris sa place du principal producteur de coton dans la zone CFA en 2023-2024, mais impossible renversement de situation est envisageable selon les premières estimations de la récolte de la campagne 2024-2025 qui touche à sa fin. Ce journal est complètement bouclé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie de Géopolis Télévision.